Alors que ses lèvres s'approchaient, elle détourna le visage, un mouvement instinctif, un refus qu'elle-même ne comprenait pas. Antoine de Valois, l'homme le plus riche de la région, propriétaire de 25 domaines viticoles, avec une fortune dépassant les 800 millions d'euros, venait d'être éconduit par sa femme de ménage. Mais ce que ni l'un, qu'ni l'autre n'attendait, c'était ce qui allait suivre. Parce que lorsqu'il, humilié, tendit la main pour toucher son visage et lui demander pourquoi, quelque chose se produisit, quelque chose qui défiait toute logique, quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Au moment précis où sa peau toucha la sienne, ils virent tous les deux. 1750, un manoir colonial, une robe de mariée blanche, et ses yeux à lui, mais sur un autre visage, le même homme, le même amour, une autre vie, et une promesse faite alors qu'elle mourait dans ses bras. Cette histoire ne devrait pas exister, mais elle existe, et elle a besoin d'être racontée. Si jamais vous avez ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, si jamais vous avez rejeté quelque chose par peur sans comprendre pourquoi, si jamais vous avez rêvé d'endroits que vous n'avez jamais visités et de personnes que vous n'avez jamais connues, alors ce qui va suivre va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, le destin et les connexions entre les âmes. Restez jusqu'à la fin, parce que le moment où ils voient tous les deux la vision complète de 1750 est quelque chose que vous n'oublierez jamais. Tout commença 6 mois avant ce baiser refusé. Camille Dubois avait 29 ans, une fille de 4 ans nommée Sophie, et absolument rien d'autre au monde. Elle avait fui un homme qui la battait. Elle avait quitté sa maison avec sa fille dans les bras et un sac contenant 2 tenues de rechange, sans argent, sans famille pour l'aider, sans aucun endroit où aller. Elle dormit 3 nuits dans la rue, 3 nuits à serrer Sophie contre sa poitrine, la protégeant du froid avec son propre corps, suppliant Dieu de lui donner une chance. Et alors, apparut l'annonce. Recherche femme de ménage pour manoir à la campagne, logement inclus. Camille n'hésita pas une seconde. Elle appela le numéro. Une voix froide de femme lui demanda si elle avait de l'expérience. Elle mentit. Elle dit que oui. La voix lui donna l'adresse. Quand elle arriva au manoir, elle faillit s'évanouir. Ce n'était pas une maison, c'était un palais, 21 chambres, des jardins qui s'étendaient à perte de vue, une chapelle privée du XVIIIe siècle sur le terrain, des écuries, un lac artificiel. Et derrière tout cela, des hectares et des hectares de vignes qui produisaient le vin le plus cher du pays. La propriété appartenait à la même famille depuis des générations, près de 300 ans d'histoire. Et maintenant, le dernier héritier vivait là seul, Antoine de Valois. Camille ne le rencontra pas ce premier jour. Elle fut interviewée par la gouvernante, une femme sévère nommée Madame Dubois qui la regarda de haut en bas avec une désapprobation évidente. Mais quelque chose d'étrange se produisit lorsque Camille franchit le seuil de la porte principale. Elle sentit un frisson qui lui parcourut tout le dos. Pas de froid, de reconnaissance. Comme si son corps savait quelque chose que son esprit ne pouvait pas comprendre. Elle regarda les hauts plafonds, les lustres anciens, les portraits de personnes de siècles passés sur les murs, et elle eut la sensation la plus étrange de sa vie. Elle avait l'impression d'être déjà venue ici, ce qui était impossible. Elle était née dans un village à 500 km de là. Elle n'avait jamais mis les pieds dans cette région jusqu'à il y a 3 jours. Elle n'avait jamais vu ce manoir, même en photo. Mais son corps reconnaissait cet endroit. Elle ignora cette sensation. Elle l'attribua à la fatigue, au stress, aux nuits sans dormir. Elle se concentra sur l'entretien. Elle répondit aux questions de Madame Dubois. Elle mentit sur son expérience. Elle pria intérieurement qu'on lui donne le travail. Et on le lui donna. Pas pour ses compétences, évidemment. Madame Dubois le précisa dès le début. « Je vous engage parce que personne d'autre ne veut travailler ici. Ce manoir a la réputation d'être maudit. On dit qu'une femme est morte ici, il y a près de 300 ans, et que son esprit erre encore dans les couloirs. Des bêtises, bien sûr. Mais les gens sont superstitieux. » Camille se fichait des superstitions. Ce qui lui importait, c'était d'avoir un toit pour sa fille. Elle accepta le travail. On lui attribua une petite chambre dans l'aile de service.
Sophie devrait rester là avec elle. Mais Madame Dubois le permit à contre-cure. Et ainsi, Camille Dubois, mère célibataire, victime de violences conjugales, femme qui avait dormi dans la rue il y a moins d'une semaine, devint femme de ménage du manoir le plus ancien et le plus mystérieux de la région. Les premiers jours furent épuisants. Elle nettoyait de 6 heures du matin à 9 heures du soir. Des sols qui brillaient tellement qu'on pouvait y voir son reflet. Des fenêtres qui n'avaient pas été lavées depuis des mois. Des meubles anciens qui accumulèrent la poussière comme s'ils voulèrent disparaître dessous. Et pendant ces premiers jours, elle ne vit pas le propriétaire de la maison une seule fois. Antoine de Valois, lui dit-on, passait la majeure partie de son temps dans son bureau ou à voyager pour affaires. C'était un homme froid, distant. Il ne parlait pas au personnel, à moins que ce ne soit strictement nécessaire. Sa femme était décédée il y a 3 ans dans un accident de voiture. Depuis lors, il s'était enfermé sur lui-même. Il ne recevait pas de visites, n'assistait pas à des événements sociaux. Il ne faisait que travailler. Camille était curieuse à son sujet, mais elle n'osait pas trop demander. Son travail était de nettoyer, pas d'enquêter sur la vie de son patron, mais le destin, ou quoi que ce soit qui contrôle ces choses, avait d'autres plans. C'était lors de sa 5e nuit au manoir. Camille avait fini de travailler tard. Sophie dormait déjà dans la chambre. Elle avait besoin d'un verre d'eau. Alors elle descendit à la cuisine en silence, essayant de ne pas faire de bruit. Le manoir, la nuit, était un endroit complètement différent. Pendant la journée, la lumière du soleil entrait par les baies vitrées et faisait paraître tout grandiose, mais accueillant. La nuit, les ombres s'emparaient de chaque recoin. Les portraits sur les murs semblaient vous suivre du regard. Le vent faisait craquer les boiseries anciennes comme si la maison respirait. Camille marcha rapidement dans le couloir, se disant qu'il était ridicule d'avoir peur. Elle avait 29 ans, ce n'était pas une enfant. Mais alors, elle le vit. Au bout du couloir, devant un grand portrait illuminé par la lumière de la lune qui entrait par une fenêtre, il y avait un homme, de dos, immobile, regardant le tableau comme si c'était la seule chose qui existait au monde. Camille s'arrêta, retint son souffle. L'homme dut l'entendre, car il se tourna lentement. Et lorsque leurs yeux se rencontrèrent, Camille sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était lui, Antoine de Valois, le propriétaire du manoir. Grand, cheveux foncés avec quelques cheveux gris aux tempes, mâchoire forte, des yeux couleur miel, qui brillaient dans l'obscurité, comme s'ils avaient leur propre lumière. Mais ce n'est pas son apparence qui l'a paralysé, c'était la sensation, la même sensation de reconnaissance qu'elle avait ressentie en entrant au domaine viticole pour la première fois, mais multipliée par 1000. Camille le regardait et sentait, avec une certitude qu'elle ne pouvait expliquer, qu'elle connaissait cet homme, pas de cette vie, d'avant. Antoine aussi sembla le ressentir. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Son corps se tendit. Pendant un moment qui parut éternel, aucun des deux ne bougea, ni ne parla. C'est lui qui brisa le silence. « Vous êtes la nouvelle femme de ménage ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Sa voix était profonde, contrôlée. Mais il y avait quelque chose en dessous, un tremblement, presque imperceptible. « Oui, monsieur, Camille Dubois. » Il acquiesça lentement, sans quitter son regard. « Que faites-vous ici à cette heure ?»« Je venais chercher de l'eau. Je n'arrivais pas à dormir. » Antoine la regarda pendant quelques secondes de plus. Puis, sans dire un mot, il se retourna et s'éloigna dans le couloir. Camille resta là, paralysée, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Que venait-il de se passer? Elle ne le savait pas, mais quelque chose avait changé. Elle pouvait le sentir dans chaque cellule de son corps. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Et quand elle ferma finalement les yeux à l'aube, elle rêva d'un ancien domaine viticole, d'une robe blanche et d'yeux couleur miel, qui la regardaient comme si elle était le centre de l'univers. Les jours suivants furent une torture pour les deux.
Antoine commença à apparaître dans des endroits où il n'allait normalement pas. La cuisine, quand elle nettoyait, le jardin, quand elle taillait les fleurs, la bibliothèque, quand elle dépoussiérait les livres. Chaque fois qu'ils se croisaient, quelque chose d'électrique se produisait entre eux, des regards qui duraient trop longtemps, des silences chargés de tension, des conversations brèves, qui laissaient aux deux la sensation qu'ils avaient dit bien plus que ce que les mots exprimaient. Camille essayait de l'ignorer. Elle se répétait toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Il était son patron. Elle était sa femme de ménage. Il était milliardaire. Elle n'avait rien. Il voulait probablement juste l'utiliser. Elle avait appris à ses dépens à ne pas faire confiance aux hommes. Après tout. Mais il y avait quelque chose de plus profond que la peur et la logique. Il y avait cette sensation persistante qu'elle le connaissait, qu'ils avaient partagé quelque chose avant, que ceci, quoi que ce soit, était plus grand qu'eux deux. Et puis, il y avait Sophie. La première fois qu'Antoine vit la fillette, sa réaction fut si intense que Camille faillit appeler les urgences. Sophie jouait dans le jardin derrière, en ramassant des fleurs. Antoine apparut sur le sentier, marchant distraitement, et faillit trébucher sur elle. Quand il baissa les yeux et vit la fillette, il devint pâle, littéralement pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Sophie le regarda avec ses grands yeux, sourit, et lui tendit une fleur. « Pour toi. » Antoine resta immobile pendant ce qui parut être des minutes. Ses mains tremblaient. Sa respiration était devenue irrégulière. Finalement, il prit la fleur avec des mains qu'il pouvait à peine contrôler. « Merci. » Sa voix sonnait brisée, comme s'il était sur le point de pleurer. Camille observa tout depuis la fenêtre de la cuisine. Elle ne comprenait pas la réaction. C'était juste une enfant offrant une fleur. Pourquoi était-il si affecté ce soir-là? Antoine dîna seul dans la salle à manger, comme toujours. Mais Madame Dubois raconta à Camille quelque chose qui expliquait un peu la réaction. Monsieur et son épouse ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont essayé pendant des années. Des traitements, des cliniques, tout. Rien n'a fonctionné. Elle est morte avant qu'ils ne puissent t'adopter. Je crois que voir votre fille lui a rappelé ce qu'il a perdu. Camille sentit une pointe de culpabilité. Elle n'avait pas pensé à la façon dont la présence de Sophie pouvait affecter son patron. Mais elle sentit aussi quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Une connexion entre Antoine et sa fille, qui n'avait pas de sens. Comme si Sophie aussi le reconnaissait, comme si eux aussi se connaissaient d'avant. Les rêves continuèrent. Chaque nuit, Camille rêvait de la même chose. Le domaine viticole, la robe blanche, les yeux couleur miel. Mais maintenant, il n'y avait plus de détails. Elle voyait une pièce avec de hauts plafonds et des fenêtres qui donnaient sur des champs de café. Elle voyait ses propres mains, mais plus jeunes, touchant un piano à queue. Elle voyait un homme qui ressemblait à Antoine, mais vêtu de vêtements d'une autre époque, la regardant avec une adoration absolue. Et toujours, le rêve se terminait de la même manière. Douleur. Une douleur déchirante dans le ventre, du sang, et les yeux de lui, remplis de larmes, tandis qu'elle sentait la vie s'échapper de son corps. Tu me trouveras, sa propre voix, mais différente, avec l'accent d'une autre époque. Promets-le, je te trouverai, toujours. Elle se réveillait en sueur, les larmes aux yeux, sans comprendre pourquoi. Elle ne raconta à personne ses rêves. Qui la croirait? Il penserait probablement qu'elle était folle. Mais les rêves étaient si vivants, si réels, comme si c'étaient des souvenirs, au lieu d'imagination. Les mois passèrent. 1, 2, 3, 4, 5. La tension entre Antoine et Camille grandissait chaque jour. Les regards devinrent plus intenses, les conversations plus longues, la distance physique entre eux de plus en plus petite. Antoine commençait à chercher des excuses pour être près d'elle. Il lui demandait de lui apporter du café à son bureau, de lui lire les gros titres du journal, de l'accompagner à réviser les vignes. Camille savait qu'elle devait garder ses distances, mais quelque chose de plus fort que sa volonté la poussait vers lui. Un soir, à la fin du 5e mois,
Antoine la trouva dans la bibliothèque. Elle nettoyait les étagères les plus hautes, perchée sur une échelle. Elle ne l'entendit pas entrer. Elle sut seulement qu'il était là. Quand elle se retourna et le vit la regarder d'en bas, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. Vulnérabilité. Antoine de Valois. L'homme de glace. Le millionnaire qui ne montrait pas ses émotions. La regardait comme si elle était la réponse à une question qu'il avait posée toute sa vie. « Descends de là ». Sa voix sonnait rauque, presque suppliante. Camille descendit. Ses jambes tremblaient, mais pas de peur. Quand elle arriva à la dernière marche, il était là, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, si près qu'elle pouvait voir les petites rides autour de ses yeux, si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne mêlée à quelque chose de plus profond, de plus primitif. « Je dois te dire quelque chose », Antoine parla lentement, comme si chaque mot lui coûtait un effort énorme. « Depuis la première nuit où je t'ai vu, je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. » Camille ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Je ne sais pas ce que c'est, » continua-t-il. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais quand je te regarde, j'ai l'impression de te connaître, que je t'ai toujours connu, que tu as fait partie de ma vie avant même que je sois né. » Les mots qu'il prononçait étaient exactement ce qu'elle ressentait, mais n'osait pas dire. Moi aussi. Sa voix. Un murmure. Depuis que je suis arrivé dans ce domaine, j'ai l'impression d'y avoir déjà vécu. Et quand je vous ai vu ce soir-là dans le couloir, j'ai senti que je vous reconnaissais. Antoine fit un pas de plus. Ses mains se levèrent, hésitantes, et frôlèrent les bras de Camille. Le contact, électrique. Camille sentit un frisson la parcourir. Pas désagréable, tout le contraire. Comme si sa peau avait attendu ce contact pendant très longtemps. « Que nous arrive-t-il » Antoine murmura la question, comme s'il espérait qu'elle ait la réponse. « Je ne sais pas. » Il la fixa pendant un moment, éternel. Ses yeux couleur miel brillaient avec une intensité presque douloureuse. Et alors, il se pencha vers elle, lentement, lui laissant le temps de reculer, de dire non, d'arrêter ça avant que ça ne commence. Mais Camille ne bougea pas. Les lèvres d'Antoine s'approchèrent des siennes, à quelques centimètres, à quelques millimètres. Camille pouvait sentir son souffle, chaud, mêlé à un léger arôme de vin. Et alors, à la dernière seconde, quelque chose s'empara d'elle. La peur, la panique, une sensation accablante que si elle l'embrassait, tout changerait, qu'il n'y aurait plus de retour en arrière, que quelque chose se réveillerait et ne pourrait plus jamais s'endormir. Elle tourna le visage. Les lèvres d'Antoine effleurèrent sa joue au lieu de sa bouche. Antoine s'arrêta, fit un pas en arrière. Son expression passa de l'anticipation à la confusion, puis à quelque chose ressemblant à la douleur. « Pardon », Camille murmura, sans le regarder. « Je ne peux pas. Vous êtes mon employeur. Je suis votre employé. Ce n'est pas bien. » Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Quand il parla, sa voix était contrôlée, froide, comme l'homme qu'elle avait connu au début. « Vous avez raison, c'était déplacé de ma part. Ça ne se reproduira plus. » Il se retourna pour partir, mais quelque chose le retint. Une force invisible, un besoin impérieux de la toucher encore une fois, de comprendre, cette connexion qui le rendait fou. Il se retourna, tendit la main, toucha le visage de Camille, et à ce moment, tout changea. Le monde se dissout autour d'eux. Camille n'était plus dans la bibliothèque. Elle n'était plus Camille. Elle était dans une autre pièce, un autre temps, un autre corps. Elle portait une robe blanche, avec de la dentelle. Un voile couvrait ses cheveux, des fleurs dans ses mains. Et en face d'elle, vêtu d'un costume formel du XVIIIe siècle, il était là, le même homme, les mêmes yeux couleur miel, mais avec un autre nom, Sébastien. Le nom lui vint comme un souvenir longtemps oublié, et il la regardait, avec tellement d'amour, que ça faisait mal.
Isabelle. Sa voix, la voix d'Antoine. Mais d'il y a des siècles. Ma Isabelle. Enfin. La vision dura seulement 1 seconde, peut-être 2, mais c'était suffisant. Quand Camille revint à elle, elle tremblait si fort qu'elle pouvait à peine tenir debout. Et Antoine la regardait, avec une expression de pure terreur. Parce que lui aussi l'avait vue. Vous l'avez vue, vous aussi. Elle pouvait à peine parler. La robe blanche, le domaine, vous et moi. Antoine acquiesce, son visage était pâle. Ses mains tremblaient autant que les siennes. 1750. Il murmura la date, comme si c'était une maudissement. Je vous ai vu. Avec une robe de mariée, j'étais le... Je vous appelais Isabelle. Camille sentit ses jambes flancher. Elle s'appuya sur l'étagère de livres pour ne pas tomber. Que se passe-t-il? Sa voix était désespérée. Antoine, que nous arrive-t-il? Il la regarda. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il y avait autre chose que du contrôle dans ses yeux. Il y avait de la peur. Mais il y avait aussi de la reconnaissance. Et en dessous de tout ça, très profondément, il y avait de l'espoir. Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Et ce fut la nuit où 2 âmes, séparées par 273 ans, commencèrent finalement à se souvenir. Les jours qui suivirent la vision furent les plus confus de la vie de Camille. Pendant la journée, elle essayait d'agir normalement. Elle nettoyait, cuisinait, s'occupait de Sophie, faisait son travail comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, son esprit était un tourbillon. Ce qu'elle avait vu ne pouvait pas être réel. Les réincarnations n'existaient pas. Les visions de vie passée étaient des choses de films et de livres de fantaisie. Pas de la vraie vie. Mais elle l'avait vue, avec autant de clarté qu'elle voyait ses propres mains maintenant. La robe blanche, le domaine, les yeux d'Antoine, mais dans un autre visage, une autre époque. Et le nom qu'il avait murmuré. Isabelle. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des fragments de cette autre vie, des éclairs de souvenirs qui n'étaient pas les siens, mais se sentaient plus réels que tout ce qu'elle avait vécu. Des champs de café, s'étendant jusqu'à l'horizon, l'arôme des fleurs de jasmin, dans un jardin colonial, des rires partagés, sous un ciel étoilé, et toujours, lui, Sébastien, c'était son nom, dans cette vie, Don Sébastien de Valois, propriétaire du domaine, héritier d'une fortune construite sur le commerce du café, et elle était Isabelle, fille d'un commerçant, une femme qui n'appartenait pas à son monde social, une femme qu'il n'aurait jamais dû épouser. Mais ils se marièrent. Camille ne savait pas comment elle le savait, mais elle le savait. Ils s'étaient remariés, malgré tout, malgré les différences de classe, et malgré le scandale que cela causa dans la société coloniale, malgré le fait que la famille d'Antoine menaçait de le déshériter. Ils s'aimaient avec une intensité qui défiait les conventions de leur époque. Et puis, quelque chose de terrible s'était passé. Quelque chose qui se terminait toujours de la même manière, dans ses rêves, avec de la douleur, avec du sang, avec une promesse murmurée, alors que la vie s'échappait de son corps. Tu me retrouveras. Promets-le, je te retrouverai. Toujours. Antoine l'évitait. Depuis la nuit de la vision. Il l'avait à peine vue 2 fois. Et dans les 2 cas, il avait agi comme si elle était invisible. Il était passé à côté d'elle, sans la regarder, sans lui parler, comme si elle était un meuble de la maison. Au début, Camille pensa que c'était mieux. Ils avaient besoin de distance. Ils avaient besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, la distance commença à faire mal. Pas de la façon dont ça fait mal quand quelqu'un vous rejette, d'une façon plus profonde. Comme si une partie d'elle savait qu'ils devaient être ensemble, comme si la séparation était antinaturelle, comme s'il violait une loi cosmique fondamentale. Elle commença à avoir des difficultés à dormir. Elle se réveillait à 3 heures du matin, avec le cœur battant la chamade, cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle restait à regarder le plafond pendant des heures,
sentant un vide dans sa poitrine, que rien ne pouvait combler. Sophie remarqua que quelque chose n'allait pas. « Maman, pourquoi tu es triste ?»« Je ne suis pas triste, mon amour. »« Si, tu l'es. Tu as les yeux tristes. » Camille serra sa fille dans ses bras. Sophie avait toujours été perspicace, trop perspicace pour son âge. C'est le monsieur du domaine. Sophie continua, avec cette innocence brutale des enfants. « Tu l'aimes, n'est-ce pas? Et lui, il t'aime. Je le vois quand il te regarde. » Camille resta sans voix. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle voir ce qu'elle avait si désespérément tenté de cacher? Les choses sont compliquées, mon amour. Pourquoi? Parce que... Camille cherchait les mots justes. Parce que, parfois, les personnes ne peuvent pas être ensemble, même si elles le veulent. C'est stupide. Sophie fronça les sourcils. Si 2 personnes s'aiment, elles devraient être ensemble. C'est comme ça que ça marche. Si seulement c'était aussi simple, pensa Camille. Mais ça ne l'était pas. Il y avait trop de barrières, trop de raisons de garder ses distances. Il était son patron. Elle était sa femme de ménage. Il était riche. Elle était pauvre. Il était un homme avec une réputation à maintenir. Elle était une mère célibataire qui avait fui un mari violent. Et puis, il y avait la question des visions. Qu'est-ce qu'elles signifiaient? Était-elle réelle? Était-elle le produit de son imagination? Était-il en train de devenir fou? Tous les deux. Les questions la tourmentaient jour et nuit. C'est Madame Dubois, la gouvernante, qui finit par lui donner un indice. Un après-midi, alors que Camille nettoyait le salon principal. La gouvernante apparut avec une expression qui oscillait entre la curiosité et la désapprobation. « Monsieur m'a demandé de vous donner ceci. » Elle lui tendit une enveloppe. Camille la prit, les mains tremblant légèrement. C'était une enveloppe élégante, en papier épais, avec son nom écrit à l'encre noire. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et je m'en fiche. Madame Dubois la regarda avec dureté. Mais je vous préviens, jeune fille, Monsieur Antoine n'est pas un homme pour vous. Il est riche, oui, mais il est aussi brisé à l'intérieur, depuis la mort de sa femme. Il n'est plus le même, ne vous faites pas d'illusions. Camille ne répondit pas. Elle attendit que Madame Dubois s'en aille pour ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, écrite à la main. Camille, j'ai besoin de vous parler, ce soir, à 10 heures, à la chapelle ancienne du jardin. S'il vous plaît, venez seul. Antoine, la chapelle ancienne. Camille l'avait vue de loin pendant ses mois au domaine viticole. C'était une petite structure de pierre, construite au XVIIIe siècle, qui était maintenant fermée au public. Antoine ne l'utilisait jamais. Personne ne l'utilisait. Pourquoi voulait-il la rencontrer là-bas? Le reste de la journée passa dans un flou d'anticipation et de nervosité. Camille pouvait à peine se concentrer sur son travail. Chaque fois qu'elle regardait l'horloge, les heures semblaient avancer plus lentement. À 9h30. Elle laissa Sophie endormie dans sa chambre et sortit vers les jardins. La nuit était froide. La pleine lune illuminait le chemin de pierre qui serpentait entre les rosiers. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres comme s'ils racontèrent des secrets. La chapelle apparut entre les ombres, petite mais majestueuse, avec son clocher couvert de lierre et ses vitraux qui brillaient faiblement avec la lumière de bougies depuis l'intérieur. Quelqu'un avait allumé des bougies à l'intérieur. Camille poussa la porte de bois. Elle grinça comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des décennies. L'intérieur était plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. Des bancs de bois sombres, un autel simple, mais élégant. Des vitraux qui racontèrent des histoires bibliques avec des couleurs qui, même de nuit, semblaient vibrer de leur propre vie. Et là, debout devant l'autel, il y avait Antoine, vêtu de noir, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir. Une vulnérabilité qu'il n'avait pas montrée auparavant. Une ouverture. « Vous êtes venu ?» Sa voix sonna soulagée, presque surprise. « Votre note ne me laissait pas beaucoup de choix. » Un sourire fugace traversa ses lèvres. Le premier sourire authentique que Camille lui avait vu.
Pardonnez-moi pour ces dernières semaines. Je sais que je vous ai évité. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Je comprends. Non. Il secoua la tête. Je ne crois pas que vous compreniez. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous voir. C'est que, chaque fois que je vous vois, les visions reviennent. Et je ne savais pas comment les gérer. Camille fit quelques pas vers lui. Il m'arrive la même chose. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois des fragments de cette autre vie. La robe blanche. Le domaine. Vous et moi. Antoine la regarda avec une intensité qui faillit la faire reculer. Je vous ai appelé ici parce que j'ai découvert quelque chose que vous devez voir. Il se retourna et marcha vers une porte latérale que Camille n'avait pas remarquée. Il l'ouvrit et lui fit signe de le suivre. Derrière la porte, il y avait un escalier qui descendait, étroit, illuminé par des bougies placées dans des niches dans le mur. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? La crypte de la famille de Valois. Antoine commença à descendre. Mes ancêtres sont enterrés ici depuis près de 300 ans. Camille le suivit, le cœur battant de plus en plus fort. La crypte était exactement ce que l'on pouvait attendre. Froide, humide, avec des niches dans les murs qui contenaient des cercueils anciens, des noms et des dates gravés sur des plaques de bronze oxydées. Mais Antoine ne s'arrêta pas là. Il la guida jusqu'au fond de la crypte, où il y avait une section séparée, plus ancienne, avec des inscriptions dans un français archaïque que Camille pouvait à peine lire. Ici, Antoine s'arrêta devant une tombe double. Lisez les noms. Camille s'approcha. La lumière de la bougie qu'Antoine tenait illumina les inscriptions, et l'air s'échappa de ses poumons, dont Sébastien de Valois, 1720-1795, Donia Isabelle de Valois, née Dubois, 1725-1751, Dubois, son nom de famille, le même nom de famille. Camille regarda Antoine, les yeux grands ouverts. C'est une coïncidence. Ça doit l'être. Dubois est un nom de famille courant. C'est ce que je pensais aussi. Antoine mit la main dans sa poche et sortit quelque chose. Jusqu'à ce que je trouve ça. C'était un médaillon, pas ancien, en or noirci par le temps. Antoine l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait 2 portraits miniatures, un d'un homme, un d'une femme. Camille les regarda, et le monde s'arrêta. L'homme du portrait était Antoine. Pas quelqu'un qui lui ressemblait. C'était lui. Les mêmes yeux couleur miel, la même mâchoire forte, la même prestance. Et la femme du portrait, c'était elle. Camille vit son propre visage, la regardant depuis un portrait de 273 ans. Comment est-ce possible? Sa voix sonna distante, étrangère, comme si elle venait de très loin. Je ne sais pas. Antoine ferma le médaillon. J'ai trouvé ça sur le portique de ma chambre il y a 3 jours. Je ne l'avais jamais vu avant. Il était là depuis toute ma vie, sans que je sache qu'il existait. Et quand je l'ai ouvert et que j'ai vu les portraits, il ne termina pas la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Camille comprit. Lui aussi avait vu l'impossible. Lui aussi avait reconnu les visages. Il y a plus. Antoine rangea le médaillon et sortit un papier plié. J'ai trouvé ça avec le médaillon. C'est une lettre de Don Sébastien pour Donia Isabelle. Il tendit le papier à Camille. Camille le prit, les mains tremblantes. Le papier était fragile, jaunâtre, les lettres décolorées, mais toujours lisibles. Ma bien-aimée Isabelle, commença-t-elle à lire à voix haute, les larmes se formant déjà dans ses yeux. Si tu lis ceci, cela signifie que le destin nous a séparés à nouveau. Mais je veux que tu saches que je te chercherai dans chaque vie, à chaque époque, dans chaque recoin du temps. Mon âme reconnaîtra la tienne. Et quand je te trouverai, il n'y aura aucune barrière qui nous séparera, ni la mort, ni le temps, ni les différences que le monde impose. Parce que toi et moi sommes un, nous l'avons toujours été, nous le serons toujours. Toi, Antoine. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Ce n'était pas possible, ce n'était pas réel. Et pourtant, elle l'avait entre ses mains. Une lettre vieille de 273 ans qui parlait exactement de ce qu'elle et Antoine vivaient.
des âmes qui se cherchaient à travers le temps, des promesses qui transcendèrent la mort. Et maintenant, contre toute logique, contre toute probabilité, ils étaient là dans la même crypte où leurs versions antérieures reposaient. Lisant les mots qu'il avait écrits pour elle il y a près de 3 siècles, Antoine fit un pas vers elle. Je ne sais pas ce que tout cela signifie. Sa voix tremblait. Je ne sais pas si c'est réel ou si nous sommes fous. Mais ce que je sais, c'est ce que je ressens quand je te regarde. Qu'est-ce que tu ressens? Que je te cherche depuis toute ma vie, même quand je ne savais pas que je te cherchais. Et quand je t'ai vu, ce premier soir dans le couloir, quelque chose en moi l'a su, a su que je t'avais enfin trouvé. Camille ferma les yeux. Les visions revinrent. Mais cette fois, ce n'étaient pas des fragments confus. C'étaient des souvenirs, clairs comme du cristal. Elle vit Sébastien et Isabelle à leur mariage, dans la chapelle qui était au-dessus de leur tête. Ils la regardaient comme si elle était la seule femme au monde. Elle pleurait de bonheur, elle vit des nuits de passion, dans une chambre avec des fenêtres donnant sur les champs de lavande. Des rires, des murmures, des promesses d'amour éternel. Elle vit le jour où ils découvrirent qu'elle était enceinte, la joie de Sébastien, la peur mêlée au bonheur d'Isabelle, et elle vit la faim, l'accouchement qui tourna mal, l'hémorragie que les médecins de l'époque ne purent arrêter, la vie s'échappant de son corps, tandis qu'il lui tenait la main et pleurait. « Tu me trouveras, promets-le. Je te trouverai. » Toujours, elle ouvrit les yeux. Antoine la regardait avec la même expression que Sébastien avait eue lors de cette dernière nuit de 1751. Amour, douleur, désespoir et espoir. « Je t'ai trouvé. » Camille murmura ces mots comme une prière. « Après 273 ans, tu m'as trouvé. » Antoine leva la main et toucha son visage. Il n'y eut pas de vision cette fois, seulement la certitude absolue que c'était réel, qu'ils étaient réels, que l'amour qu'ils ressentaient avait survécu à la mort, au temps et à toutes les vies qu'ils avaient vécues, entre celle-là et celle-ci. Tu m'as repoussé quand j'ai essayé de t'embrasser. Antoine parla doucement. Tu avais peur. J'avais peur de ce que cela signifiait, de l'ampleur que cela avait, de tout perdre à nouveau. Tu ne vas pas me perdre. Il rapprocha son visage du sien. Pas cette fois, je te le promets. Leurs lèvres se rencontrèrent, et dans ce baiser, 273 ans de séparation prirent enfin fin. Mais l'histoire ne se terminait pas là, parce qu'il y avait encore des secrets à découvrir, des secrets sur la tache de naissance que Camille avait sur l'épaule gauche, des secrets sur Sophie et des secrets sur ce qui s'était vraiment passé la nuit où Isabelle est morte en 1751, des secrets qui changeraient tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur vie passée et sur les vies qu'ils vivaient maintenant. Ce qui est arrivé après le baiser a tout changé. Antoine et Camille remontèrent de la crypte, main dans la main. Il n'y avait plus de doute, plus de peur, seulement la certitude qu'ils avaient trouvé ce que leurs âmes avaient cherché pendant près de 3 siècles, mais l'univers, ou le destin, ou quoi que ce soit qui contrôlait leur vie, avait encore des surprises en réserve. Des surprises qui commencèrent à se révéler le lendemain matin. Camille se réveilla dans sa petite chambre de l'aile du personnel avec une sensation étrange. Elle n'avait pas dormi avec Antoine. Il n'était pas encore prêt. Pour ça, mais elle avait rêvé de lui, d'eux, de Sébastien et Isabelle. Mais ce rêve était différent. Ce n'était pas le rêve de la robe blanche. Ce n'était pas le rêve de l'accouchement et de la mort. C'était un rêve de l'après. Elle avait vu Sébastien, seul, dans la chambre où Isabelle était morte. Il tenait un bébé dans ses bras, un bébé qui pleurait, et Sébastien pleurait aussi. « C'est tout ce qu'il me reste de toi », avait-il murmuré au bébé. « Mais je te jure, Isabelle, que je la protégerai. Je l'aimerai comme je t'ai aimé. Et quand le moment viendra, quand nos âmes se retrouveront, elle sera là, notre fille, notre sang, notre amour fait vie. » Camille se réveilla avec des larmes aux yeux. Le bébé avait survécu. En 1751, quand Isabelle est morte en couche, le bébé avait survécu. Une petite fille. Elle regarda Sophie, qui dormait paisiblement à ses côtés, et sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas possible. C'était impossible. Mais la sensation ne la quittait pas.
Elle se leva en silence, essayant de ne pas réveiller sa fille, et alla à la salle de bain pour se laver le visage. L'eau froide l'aida à penser plus clairement. « Tu es ridicule », se dit-elle. « Sophie est ta fille. Tu l'as eue. Tu l'as portée 9 mois. Tu l'as mise au monde dans un hôpital moderne. Il n'y a aucun lien avec un bébé de 1751. » Mais en s'essuyant le visage, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Dans le miroir, son reflet montrait son épaule gauche. Et là, en haut, il y avait la tache de naissance qu'elle avait eue depuis toujours. Une marque en forme de rose, petite, délicate, d'une couleur légèrement plus foncée que le reste de sa peau. Elle n'y avait jamais prêté attention. C'était juste une tache de naissance. Des millions de personnes ont des taches de naissance. Mais maintenant, à la lumière de tout ce qu'elle avait découvert, la marque semblait différente. Elle semblait significative. Elle descendit prendre son petit déjeuner, l'esprit rempli de questions. Antoine était déjà dans la salle à manger. Quand elle arriva, il la regarda avec un sourire qui fit bondir son cœur. « Bonjour, bonjour, je veux te montrer quelque chose. » Il se leva et lui tendit la main. « Viens avec moi. » Il l'emmena à travers des couloirs qu'elle connaissait pour les avoir nettoyés jour après jour, mais qui maintenant semblaient différents, chargés d'histoire, de souvenirs qui n'étaient pas les siens, mais qu'elle ressentait, comme si, finalement, ils arrivèrent à une pièce au 3e étage qu'elle n'avait jamais nettoyée. « C'est mon bureau privé », expliqua Antoine en ouvrant la porte. « Personne n'entre ici à part moi. » L'intérieur était exactement ce qu'on attendrait du bureau d'un homme millionnaire obsédé par l'histoire de sa famille. Des étagères remplies de vieux livres, des cartes encadrées au mur, un bureau ses bois sombres remplis de documents, et dans un coin, une table couverte d'objets qui semblaient avoir des siècles. Mais ce qu'Antoine voulait lui montrer n'était pas sur la table, c'était au mur. Un grand portrait, plus grand que tous ceux qu'elle avait vus dans le domaine. « Je l'ai trouvé ce matin », dit Antoine à voix basse. Il était dans le grenier, recouvert d'un drap. Je ne l'avais jamais vu. Avant, mais regarde, Camille observa. Et pour la 3e fois en 24 heures, le monde s'arrête. Le portrait représente 2 personnes, un homme et une femme, Sébastien et Isabelle. Mais ce n'est pas cela qui la coupe le souffle, ce qui la laisse sans voix. C'est ce qu'Isabelle tient dans ses bras sur le portrait. Un bébé. Et sur l'épaule gauche du bébé, clairement visible grâce au talent du peintre, il y a une marque de naissance, c'est en forme de rose, identique à celle que Camille a sur sa propre épaule. Elle touche sa marque instinctivement. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Antoine s'approche d'elle. Mais il y a plus. Que peut-il y avoir de plus? Il la regarde avec une expression mêlant étonnement et effroi. Ce portrait a été peint en 1750, un an avant la mort d'Isabelle. Camille encaisse l'information. Alors, le bébé du portrait n'est pas celui qui est mort avec elle. Non. Antoine secoue la tête. Le bébé du portrait est celui qui a survécu. Celui que Sébastien a élevé seul après la mort d'Isabelle en donnant naissance au 2e enfant. 2e enfant. Camille sent ses genoux flancher. Isabelle a eu 2 enfants, 2 grossesses. La première, une fille née en bonne santé et qui avait une marque de naissance en forme de rose. La seconde, une grossesse qui s'est terminée en tragédie, qui a tué Isabelle, mais dont le bébé a également survécu. Il y a des registres dans les archives de la famille. Antoine se dirige vers son bureau et prend un document jauni. Je les ai trouvés, il y a 1 heure. Regarde. Camille prend le document avec des mains tremblantes. C'est un acte de naissance, donc ancien, écrit à la main avec une encre délavée. Marie-Isabelle de Valois-du-Bois, née le 20 mars 1749, fille de Don Sébastien de Valois et Donna Isabelle Dubois de Valois. La première fille, celle du portrait, celle avec la marque de naissance en forme de rose. Et en dessous, un autre certificat, Santiago Sébastien de Valois, né le 15 septembre 1751. C'est un fils de Don Sébastien de Valois et Donna Isabelle Dubois de Valois. Mère décédée en couche, Santiago. Le bébé qui a survécu à la mort d'Isabelle. Camille regarde Antoine.
Vos ancêtres. Antoine hoche la tête. Je suis un descendant direct de Sébastien et Isabelle, via Santiago, le bébé qui a survécu. La lignée n'a jamais été rompue. Camille regarde à nouveau le premier certificat. Et Marie-Isabelle. Que lui est-il arrivé? Antoine soupire. C'est ce que je n'ai pas encore réussi à trouver. Les registres deviennent confus après 1770. C'est comme si elle avait disparu. Mais elle a vécu. Camille regarde à nouveau le portrait. La marque de naissance sur l'épaule du bébé la regarde comme un écho du passé. Elle a vécu assez longtemps pour être peinte à l'âge d'1 an. Oui. Antoine s'approche et pose une main sur son épaule. La gauche. Exactement là où elle a la marque. Tu as la même marque. Ce n'est pas une question. Camille hoche la tête. Depuis ma naissance. Antoine la tourne doucement pour qu'elle soit face à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Camille, qu'est-ce que tout cela signifie? Elle n'a pas de réponse. Mais quelque chose en elle. Quelque chose de plus profond que la logique et la raison. Quelque chose qui vient d'un endroit qu'elle ne peut nommer. Murmure une possibilité. Une possibilité si folle qu'elle n'ose pas la dire à voix haute. Elle est interrompue par un bruit venant du couloir. De petits pas. Qui courent. Et puis, la porte du bureau s'ouvre en grand. Sophie, la petite fille, entre en courant, avec un énorme sourire sur son visage. Maman, maman, j'ai trouvé quelque chose. Camille s'agenouille pour être à la hauteur de sa fille. Qu'est-ce que tu as trouvé, mon amour? Sophie ouvre sa petite main, et Camille sent son cœur s'arrêter. Dans la paume de sa fille, il y a une bague, ancienne, en or, avec une pierre rouge au centre, et gravée à l'intérieur, à peine visible à cause de l'usure du temps. Il y a 2 noms, S&I, Sébastien et Isabelle. Où as-tu trouvé ça? Dans le jardin. Sophie sourit. Ça brillait sous un arbre. Le grand arbre avec les fleurs blanches. Antoine s'approche. Le jasmin. Sa voix est étrange. Cet arbre a presque 300 ans. Sébastien l'a planté pour Isabelle quand ils se sont mariés. Camille regarde la bague. Puis elle regarde sa fille. Et puis, elle remarque quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Sur l'épaule gauche de Sophie, juste sous la manche de son t-shirt, il y a une marque. Petite, délicate, en forme de rose. Sophie. La voix de Camille sonne comme un murmure. D'où vient cette marque sur ton épaule? Sophie la regarde, confuse. Quelle marque? Celle-ci. Camille baisse la manche du t-shirt de sa fille. Et elle est là, identique à la sienne. Identique à celle du portrait de Marie-Isabelle de Valois-du-Bois. Identique à celle d'un bébé né 276 ans auparavant. Je l'ai toujours eue. Sophie hausse les épaules avec cette indifférence que seuls les enfants peuvent avoir face à l'extraordinaire. Comme toi, maman. On est pareil. Camille regarde Antoine. Antoine la regarde avec une expression d'étonnement pur. C'est elle, murmure-t-il, la fille, la première fille de Sébastien et Isabelle. Marie, Isabelle, ce n'est pas possible. Regarde la marque, regarde la bague qu'elle a trouvée, regarde où elle l'a trouvée. Antoine s'agenouille devant Sophie. Et regarde-moi. Je l'ai sentie dès le premier instant où je l'ai vue. Quand elle m'a donné cette fleur dans le jardin, j'ai senti que je la connaissais, qu'elle faisait partie de moi. Sophie le regarde avec ses grands yeux qu'elle a « Je te connais aussi », dit-elle avec cette franchise brutale des enfants. Je te connais d'avant, de quand tu étais différent, mais pareil. Antoine sent les larmes lui monter aux yeux. Comment j'étais avant? Sophie incline la tête, en pensant. Tu avais les cheveux plus longs, et tu portais des vêtements bizarres, et tu m'appelais d'une autre façon. Comment je t'appelais? Sophie ferme les yeux, comme si elle cherchait quelque chose dans sa mémoire. Marie, dit-elle finalement. Tu m'appelais Marie, et tu me disais, ma petite Rose. Antoine tombe à genoux, parce que c'est exactement ce que Sébastien appelait sa fille dans les lettres qu'il avait trouvées. Des lettres que Sophie n'avait jamais vues, des lettres que personne n'avait vues depuis 200 ans. Ma petite Rose. Camille s'agenouille à côté d'Antoine. Ils sont tous les trois là, sur le sol du bureau.
le milliardaire, la femme de ménage et la petite fille de 4 ans, 3 âmes qui ont été ensemble il y a près de 3 siècles. Sébastien, Isabelle et Marie, réunis à nouveau, à travers le temps, à travers la mort, à travers tout. C'est notre fille. Antoine murmure les mots comme s'il ne pouvait toujours pas y croire. Notre fille de 1749, notre Marie. Sophie sourit. J'ai toujours su qu'on se retrouverait, dit-elle, avec un calme qui ne correspond pas à ses 4 ans. Je l'ai toujours su. Camille la serre dans ses bras. Et dans cette étreinte, 2 siècles de séparation, enfin, se sont apaisés. Mais une question restait sans réponse. Une question qui allait tout changer. Que s'était-il réellement passé la nuit où Isabelle est morte? Et pourquoi? Sébastien avait-il promis de la retrouver dans chaque vie? La réponse est arrivée cette même nuit, de la manière la plus inattendue possible. Antoine avait décidé que Camille et Sophie ne passeraient pas une nuit de plus dans la chambre de l'aile de service. Il leur a donné une suite au 2e étage, une suite qui, selon les archives de la famille, avait été la chambre de Sébastien et Isabelle, cette nuit-là. Alors que Sophie dormait dans un des lits et que Camille se préparait à dormir dans l'autre, quelque chose s'est produit. L'air dans la chambre a changé. Il est devenu plus dense, plus chargé. Et alors, Camille a senti une présence. Elle ne pouvait pas la voir, mais elle pouvait la sentir, comme une étreinte invisible, comme le parfum de fleurs de jasmin qui n'était pas là, comme une voix murmurant de très loin. Isabelle. Camille est restée immobile. La voix ne venait d'aucun endroit spécifique. Elle venait de partout et de nulle part. Isabelle, mon amour. C'était la voix de Sébastien, pas de l'Antoine qu'elle connaissait, du Sébastien original, de l'homme de 1751. Tu peux m'entendre. Camille a fermé les yeux. Et alors, la vision l'a frappée avec une force qui a failli la renverser. Elle n'était plus dans la chambre moderne. Elle était dans la même chambre. Mais 273 ans plus tôt, les murs étaient les mêmes, les hauts plafonds étaient les mêmes, les fenêtres qui donnaient sur le jardin étaient les mêmes, mais tout était différent. Il y avait des bougies à la place des lampes électriques, des meubles d'une autre époque, des odeurs d'une autre ère, et sur le lit, une femme qui ressemblait exactement à Camille, Isabelle. Elle était pâle, transpirante, respirant difficilement. Et son ventre, énorme et rond, se contractait à chaque vague de douleur. L'accouchement avait commencé. À ses côtés, lui tenant la main, il y avait Sébastien, identique à Antoine, les mêmes yeux couleur miel, la même mâchoire forte, la même dévotion absolue dans le regard. « Tu vas bien aller, mon amour », lui murmurait-il. « Tout va bien aller. » Mais tout n'allait pas bien aller. Camille le savait. Elle avait vu ce moment dans ses rêves des dozaines de fois. Ce qu'elle n'avait pas vu, c'était ce qui venait après. Les heures suivantes furent un flou de douleur, de sang et de cris. Les médecins de l'époque ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ce n'était pas suffisant. Le bébé est né, un garçon, Santiago, en bonne santé. Mais Isabelle était en train de mourir. L'hémorragie était imparable. Sébastien la tenait pendant que la vie s'échappait de son corps. « Ne me quitte pas », la suppliait-il. « S'il te plaît, Isabelle, ne me quitte pas. » Mais elle savait qu'il n'y avait pas le choix. Son corps cédait. Son temps était compté. Mais il y avait quelque chose qu'elle devait lui dire avant de partir. « Sébastien ». Sa voix était à peine un murmure. « Écoute-moi, je suis là, mon amour, je suis là. Promets-moi quelque chose, n'importe quoi. » Isabelle leva une main tremblante et toucha le visage de celui-ci. « Je reviendrai, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je reviendrai. Mon âme te retrouvera. » Sébastien pleurait. « Et moi, je te retrouverai, » lui promit-il. « Dans chaque vie, dans chaque époque, je te chercherai jusqu'à la fin des temps. Prends soin de nos enfants. Aime Marie, aime Santiago. Ils sont notre sang, notre amour fait vie. Je le ferai. Et quand nos âmes se retrouveront, Sébastien,
Rappelle-moi quelque chose. Quoi? Isabelle sourit. Un sourire plein d'amour malgré la douleur. Que la première fois que tu essaieras de m'embrasser, je te rejetterai probablement. Pourquoi? Parce que j'aurai peur. Parce que l'amour que nous ressentons est trop grand. Mais n'abandonne pas. Insiste. Parce que même si mon esprit ne se souvient pas, mon âme, elle, saura. Sébastien rit à travers les larmes. J'insisterai, je te le promets. Et une chose de plus. Dis-moi, Marie a la marque de rose que j'avais quand je suis né. Cette marque, c'est notre signal. Quand tu me retrouveras, cherche la marque, sur moi ou sur notre fille. La marque te dira que c'est nous. Sébastien embrassa son front. Je te retrouverai, Isabelle. Je le jure sur ma vie, je t'attendrai. Sébastien, je le jure sur mon âme. Et, avec ces mots, Isabelle Dubois de Valois ferma les yeux pour la dernière fois. Mais ce n'était pas la fin. C'était seulement le commencement d'une attente de 273 ans. Camille ouvrit les yeux. Elle était de retour dans la chambre moderne. Les larmes coulaient sur son visage. Maintenant, elle comprenait tout. La marque de naissance, le rejet initial du baiser, la connexion instantanée. Sophie. Tout avait un sens. Isabelle avait laissé des indices, des signaux, des marqueurs à travers le temps pour que Sébastien puisse la retrouver quand leurs âmes se réuniraient, finalement. Et ils y étaient parvenus. Après 273 ans, contre toute probabilité, ils y étaient parvenus. Camille regarda Sophie, qui dormait paisiblement. Elle avait été Isabelle. Maintenant, elle était Camille. Et quand Sophie avait été Marie, 3 âmes, une famille, séparée par la mort, réunie par l'amour. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Antoine entra. « Je n'arrive pas à dormir, dit-il. J'ai l'impression que je l'ai vue. » Camille l'interrompit. « J'ai vu la nuit où elle est morte. J'ai vu la promesse que tu as faite. J'ai tout vu. » Antoine s'approcha d'elle. « Moi aussi, » murmura-t-il. « J'étais dans ma chambre et, soudain, j'étais là, la tenant pendant que... » Il ne termina pas la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. « Tu lui as promis que tu insisterais, » continua Camille, « même si elle te rejetait la première fois. » Antoine sourit à travers les larmes. « Et beau, je l'ai fait. La marque de rose. C'est le signal. Je le sais. Et, Sophie, c'est Marie. Notre Marie. » Antoine regarda la fillette endormie. « Je l'ai su dès le premier instant où je l'ai vue. Quand elle m'a donné cette fleur, j'ai senti qu'elle était mienne. Pas comme la fille de quelqu'un que j'aime bien. Comme ma fille. De mon sang. De mon âme. Parce que c'est le cas. » Camille se leva et marcha vers lui. 273 ans. 273 ans. Et, finalement, nous nous sommes retrouvés. Finalement. Ils s'étreignirent. Et, dans cette étreinte, 2 siècles de séparation, de recherche, de promesses murmurées sur des lits de mort sont finalement arrivés à leur conclusion. Mais il restait encore quelque chose à faire, quelque chose qui compléterait le cercle, quelque chose qui scellerait le destin de ces 3 âmes pour toujours. L'annonce d'Antoine a secoué la haute société de la région. Une semaine après cette nuit de révélation, Antoine convoqua une conférence de presse dans les jardins du domaine. Journalistes, caméras, microphones, tous là, attendant l'annonce de l'entrepreneur le plus puissant de la région. Personne n'était préparé à ce qu'ils ont entendu. « Je veux vous présenter ma fiancée », dit Antoine d'une voix claire et ferme. Camille Dubois. Le murmure de choc a parcouru la foule. Camille Dubois, la femme de ménage, la femme qui nettoyait les sols et lavait les vitres, la mère célibataire, arrivée au domaine sans rien d'autre qu'un sac de vêtements, et une fille de 4 ans. Et maintenant, la future épouse de l'homme le plus riche de la région. « Je voudrais aussi vous présenter ma fille, » continua Antoine. Sophie de Valois-Dubois. Les journalistes se regardèrent, confus. Sa fille. Mais la petite était la fille de Camille. Comment pouvait-elle être la fille d'Antoine?
L'explication n'était pas simple. Et Antoine ne la donna pas. Il prit simplement la main de Sophie d'une main et celle de Camille de l'autre, et fixa les caméras avec le même regard défiant que Sébastien avait eu il y a 273 ans, lorsqu'il annonça son mariage avec une femme qui n'appartenait pas à sa classe. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. La femme de ménage, qui a séduit le millionnaire. La chercheuse d'or, qui a piégé le veuf solitaire. La femme qui a utilisé sa fille pour grimper socialement. Aucune de ces théories n'approchait la vérité. Parce que la vérité était quelque chose que personne ne pourrait croire. Deux âmes sœurs, réunies après 273 ans. Une fille qui avait été une fille dans une autre vie. Une promesse, faite sur un lit de mort, accomplie à travers le temps. Antoine n'essaya pas d'expliquer. Il se fichait de ce qu'il pensait. La seule chose qui comptait pour lui était qu'il avait enfin trouvé les personnes qu'il cherchait depuis toute sa vie. Toute cette vie et toutes les précédentes. Le mariage fut célébré 3 mois plus tard, dans la chapelle ancienne du jardin, la même chapelle où Sébastien et Isabelle s'étaient mariés en 1748. Camille descendit l'allée dans une robe blanche qu'elle avait trouvée dans un coffre du grenier du domaine. Une robe qui avait appartenu à Isabelle. Une robe vieille de 275 ans qui lui allait comme si elle avait été faite pour elle, parce que, dans un certain sens, elle l'avait été. Antoine l'attendait devant l'autel, et tandis que le prêtre prononçait les mots qui les uniraient, comme mari et femme, tous deux ressentirent quelque chose, une présence, 2 présences. Sébastien et Isabelle, observant depuis un endroit au-delà du temps, voyant enfin accomplie la promesse qu'ils avaient faite en cette nuit de 1751. « Je t'ai trouvé », murmura Antoine en glissant l'alliance au doigt de Camille. La même alliance que Sophie avait trouvée sous le jasmin, l'alliance de Sébastien et Isabelle, avec les initiales S et I gravées à l'intérieur. « Tu as toujours su où chercher », répondit Camille, les larmes aux yeux. Sophie, vêtue de blanc comme une petite princesse, tenait les alliances sur un coussin de velours. Quand le prêtre demanda si quelqu'un avait une objection, la petite s'avança. « J'ai quelque chose à dire. » L'assemblée retint son souffle. Sophie regarda Antoine et Camille, avec ses yeux qui étaient trop vieux pour son visage de 4 ans. « Je vous ai déclaré époux il y a 276 ans. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse à nouveau. Mais je suis heureuse que vous vous soyez enfin retrouvés. » Personne ne comprit ce que la petite voulait dire, excepté Antoine et Camille, parce qu'ils savaient que Marie-Isabelle de Valois-Dubois avait été la demoiselle d'honneur au mariage original de Sébastien et Isabelle. Et maintenant, 276 ans plus tard, elle était de nouveau au mariage de ses parents, accomplissant le cycle, bouclant la boucle. La réception eut lieu dans les jardins du domaine, les mêmes terres, qui avaient été des champs de café il y a près de 3 siècles. Tandis que les invités dansaient et trinquaient, Antoine emmena Camille et Sophie dans un endroit isolé du jardin, le jasmin, l'arbre que Sébastien avait planté pour Isabelle quand ils se sont mariés. Il donnait toujours des fleurs blanches. Il parfumait toujours l'air de cette senteur que Camille avait sentie dans ses visions. « C'est ici que tout a commencé », dit Antoine. « Sébastien a planté cet arbre, comme symbole de leur amour. Et c'est ici que Sophie a trouvé l'alliance, » ajouta Camille. Sophie s'approcha du tronc de l'arbre et posa sa petite main sur l'écorce. « Je l'ai planté avec toi, » dit-elle en regardant Antoine. « Il y a longtemps. Tu m'as laissé jeter la dernière poignée de terre. » Antoine sentit un nœud dans sa gorge. « Tu te souviens ?» Sophie acquiesça. « Je me souviens de tout, de la robe de maman, de l'odeur des fleurs, de la façon dont tu me portais dans tes bras quand il y avait des orages, parce que j'avais peur. Je me souviens de la nuit où maman est morte et de la façon dont tu as pleuré, et tu m'as promis que tu la retrouverais. » Les larmes coulaient sur le visage d'Antoine, et je l'ai retrouvée. Sophie sourit. « Je sais. J'ai toujours su que tu le ferais. » Camille s'agenouilla près de sa fille. « Toi aussi. Tu nous cherchais. » Sophie la regarda. Avec ses yeux qui contenaient des mémoires de siècles, maman m'a dit, avant de mourir,
que nous nous retrouverions, que le véritable amour trouve toujours un chemin et que je serai là quand cela arriverait. Parce que je suis la preuve que votre amour a existé, qu'il était réel, qu'il a créé la vie. Camille serra sa fille dans ses bras, sa fille de cette vie, sa fille de cette vie-là, sa fille à travers le temps. Les années passèrent. Sophie grandit. Elle ne parlait plus de souvenirs d'autres vies. Avec le temps, les mémoires de Marie-Isabelle de Valois-Dubois disparurent, remplacées par les expériences de Sophie de Valois-Dubois. Mais certaines choses restèrent. Son amour instinctif pour le piano, bien qu'elle n'ait jamais pris de cours, son habileté à savoir exactement où étaient les choses dans le domaine, bien qu'elle ne les ait jamais vues auparavant, et la marque de naissance sur son épaule gauche, la rose qui ne disparut jamais. Antoine et Camille eurent 2 autres enfants, un garçon et une fille. Le garçon s'appela Simon, la fille s'appela Isabelle, parce que certains noms méritent d'être répétés, certains amours méritent d'être continués, et certaines histoires méritent d'être racontées encore et encore à travers les générations, 20 ans après le mariage. Antoine et Camille étaient assis dans le même jardin où tout avait commencé. Le jasmin continuait à fleurir. Ses fleurs blanches parfumaient l'air, de la même manière qu'elle l'avait fait il y a 300 ans. « Tu penses à eux ?» demanda Camille. Antoine acquiesça. « Je pense toujours à eux, à Sébastien et Isabelle, à la vie qu'ils ont eue, à l'amour qu'ils ont partagé, à la promesse qu'ils ont faite. Tu crois qu'ils sont en paix? Tu crois qu'ils savent que nous avons accompli la promesse ?» Antoine la regarda. « Je crois qu'ils. C'est nous. Et nous, c'est eux. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a jamais eu. Seulement différents moments, du même amour. » Camille se recula sur son épaule. « Parfois, je rêve encore de cette vie-là, du domaine, des champs de café, de la nuit où je suis morte. » Antoine la serra dans ses bras. « Mais ça ne fait plus mal, n'est-ce pas? » « Non, ça ne fait plus mal, parce que maintenant, je sais comment se termine l'histoire. Ainsi s'achève cette histoire. » Camille sourit. « Tout se termine avec nous, ici, maintenant, ensemble, comme cela aurait toujours dû être. » Antoine embrassa son front. « Comme cela sera toujours, parce que certaines promesses ne se brisent pas. Pas même avec la mort, pas même avec le temps qui passe, pas même après 273 ans de séparation. Et si vous écoutez cette histoire, si vous avez ressenti quelque chose en l'écoutant, si certains moments vous ont fait penser à des connexions que vous ne pouvez pas expliquer, des personnes que vous avez rencontrées et eu l'impression de connaître déjà, des endroits que vous avez visités et eu l'impression d'y avoir déjà été, alors je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas fou, vous ne vous imaginez rien. L'amour véritable existe, vraiment. Les âmes sœurs existent. Et parfois, seulement parfois, les promesses que nous faisons dans une vie se réalisent dans une autre. » Camille rejeta le baiser d'Antoine ce soir-là, dans la bibliothèque. Et ce fut la meilleure chose qu'elle pouvait faire, parce que ce refus réveilla quelque chose, réveilla les souvenirs, réveilla les visions, réveilla la vérité qui avait dormi pendant près de 3 siècles. Si elle avait accepté ce baiser, cela aurait été seulement un moment de passion, mais en le rejetant, elle déclencha quelque chose de bien plus grand. Elle déclencha la réunion de 2 âmes qui avaient promis de se retrouver. Elle déclencha les retrouvailles d'une famille qui avait été séparée par la mort. Elle déclencha la confirmation que l'amour, le véritable amour, ne meurt jamais. Il attend seulement. Et quand il finit par se retrouver, il est plus fort que tout ce que l'univers peut mettre en travers de son chemin. Antoine et Camille vécurent heureux, pas parfaits, pas sans problème, mais heureux. Parce que quand vous avez cherché quelqu'un pendant 273 ans, quand vous finissez par le trouver, vous ne perdez pas un seul jour pour des choses qui n'ont aucune importance. Sophie grandit et se maria. Elle eut ses propres enfants. Et un jour, quand son premier enfant naquit, elle remarqua quelque chose sur l'épaule gauche du bébé. Une marque.
petite, délicate, en forme de rose, et elle sut que le cercle continuait, que l'amour de Sébastien et Isabelle était toujours vivant, dans chaque génération, dans chaque vie, dans chaque marque de naissance, qui apparaissait sur les épaules de leurs descendants, comme un rappel que certaines histoires ne se terminent jamais. Elles se transforment seulement. Elles continuent seulement. Elles attendent seulement d'être racontées de nouveau. Et maintenant que vous avez écouté cette histoire, j'ai une question pour vous. Avez-vous jamais ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous eu des rêves avec des endroits que vous n'avez jamais visités? Avez-vous reconnu des visages que vous n'aviez jamais vus? Si la réponse est oui, alors peut-être, seulement peut-être, vous aussi, vous avez une histoire comme celle-ci, une histoire d'âme qui se cherche, de promesses qui attendent d'être tenues, d'amour qui transcende le temps. Et si c'est le cas, n'ayez pas peur, ne rejetez pas ce que vous ressentez, parce que l'univers a des façons mystérieuses de réunir les personnes qui doivent être ensemble. Et parfois, un baiser rejeté n'est que le commencement de la plus grande histoire de votre vie. Comme ce fut le cas pour Antoine et Camille, comme ce fut le cas pour Sébastien et Isabelle, comme cela pourrait l'être pour vous. Si cette histoire vous a touché au cœur, si elle vous a fait penser à quelqu'un, si elle a réveillé quelque chose en vous que vous ne saviez pas être là, je veux que vous fassiez quelque chose. Commentez ci-dessous. Racontez votre histoire. Parlez de cette connexion inexplicable que vous avez ressentie avec quelqu'un. Parce que chaque fois que nous partageons ces expériences, nous validons que nous ne sommes pas fous, que ces choses arrivent, que l'amour véritable, l'amour qui transcende le temps et la mort, est réel. Et qui sait, peut-être que la personne qui est destinée à vous rencontrer lira votre commentaire. Peut-être que cette histoire sera le premier pas vers votre propre retrouvaille, parce que c'est ce que font les histoires d'amour véritables. Elles n'entretiennent pas seulement, elles connectent, elles inspirent, et parfois, seulement parfois, elles changent des vies, comme cela a changé la vie d'une femme de ménage, qui rejeta un baiser, et finit par trouver l'amour de toutes ses vies,